Et oui, aujourd'hui, pour ne pas changer, je vais vous parler d'un peu de guerre. Eh oui, grosse Heu, malheur. gros 4 ans, grosse malheur. Donc je voulais parler plus particulièrement de la guerre du Pacifique, puisque c'est un théâtre, alors, il y a eu tout un hors-série qui a été fait, sur cette même chaîne sur la guerre du Pacifique et donc j'arrive après la bataille, mais mieux vaut tard que jamais. Et donc c'est un théâtre qu'on connaît, un peu moins, contrairement au théâtre européen et en général, enfin, souvent ce qu'on connaît du théâtre pacifique, c'est un peu des images d'Épinal, un peu des clichés. C'est Parce que vrai. cette guerre a été, largement mythifiée, par les vainqueurs et les vaincus et donc on va essayer de voir, de mettre un peu d'ordre, de voir ce qu'on sait, et si ce qu'on sait, c'est ce qui s'est vraiment passé. Un exemple tout bête, la désignation même de guerre du Pacifique, elle est impropre parce que, certes, elle recouvre l'océan Pacifique, mais aussi l'océan Indien et surtout une immense part de l'Asie. Toute l'Asie du Mmh. Sud-Est, une immense part de la Chine, le nord-est de l'Inde, donc c'est une immense part de l'Asie et pas que de le Pacifique. Mmh. Donc à travers quelques questions que je vais vous poser, Oh! on va essayer de voir de savoir ce que l'on sait et effectivement, donc comme je l'ai dit, savoir si ce que l'on sait, c'est ce qui s'est vraiment passé. C'est un quiz, en fait? C'est un quiz, un peu préparé, à l'arrache et Déguisé. Waouh! Trop J'ai pas bien! révisé. Non! Moi, j'ai terminé The Pacific la semaine dernière, et peut-être que j'ai 2-3 trucs en tête. celui qui a faux, il se fera éteindre, hein. Voilà, allez hop. Ah! Et ensuite, l'autre pourra le J'ai perdu. reconstituer génétiququement. Non. Alors, donc j'ai, Vas-y. 14 questions, donc ça sera peut-être un peu long, j'essaierai de couper, hein, si ça va, si c'est T'inquiète, hein, trop long. t'inquiète, take your time. J'ai essayé de réduire à 10, mais j'ai pas pu, voilà. Bon. Donc question 1, une petite question facile. Quand le conflit a-t-il débuté? Est-ce que vous pouvez donner une date? Moi, j'ai fait le spécial guerre du Pacifique, donc je vais laisser Clément répondre. Du coup, moi, je sais c'est dans les années 40, non? Parce que, genre, pour le coup, j'y connais rien, hein. La guerre du Pacifique. Ah, si je me permets de répondre à Vas-y, ça, il y a, vas-y, il y a une dites-moi. question piège dans le sens où ça dépend du point de vue de qui. Parce que si tu suis le point de vue des Américains, ça a débuté avec Pearl Harbor. Mais par exemple, si tu suis des points de vue plus asiatiques comme la Chine, ce sera même dans les années 30. Voilà. Donc du coup, Ah, tout oui. dépend de quel point de vue tu te passes. Et même la fin est aussi bâtarde parce que pour la Chine, ça se termine plus tard, par exemple. Mm. Si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Bah, Marc, t'as tout à fait raison. Nous, on considère que c'est le 7 décembre 41 avec Pearl Harbor, mais en fait, les premiers combats démarrent en 1931, hein, avec l'annexion de la Mandchourie par les Japonais, sous prétexte d'un attentat bidon au pont Mukden. Alors, je m'excuse déjà pour tous les noms que je vais écorcher. Puis, le 7 juillet 37, un autre incident intervient au pont Marco Polo entre soldats chinois et japonais, et ce qui amène les Japonais à envahir totalement la Chine. Enfin, plutôt essayer d'envahir totalement la Chine. Ouais. À cet instant, et donc dès lors, la guerre n'arrête pas de s'étendre, hein. En septembre 1940, l'Indochine française se fait envahir. Une guerre froide entre Japonais et Anglo-Saxons s'installe, puisqu'ils soutiennent la Chine. Et enfin, on arrive au 7 décembre 41, l'attaque sur Pearl Harbor, qui n'est qu'un nouveau palier en fait dans cette escalade. Et c'est un palier qui est important, puisqu'il va lier la guerre du Pacifique à la Seconde Guerre mondiale et au théâtre européen. Voilà. Ensuite, Ok. deuxième question. Est-ce que les USA ont-ils poussé le Japon à la guerre? Alors attends, que je réaligne mes pensées. Il y a une histoire de blocus, mais je sais plus qui le fait. Je pense qu'ils n'ont pas eu besoin d'être poussés beaucoup parce qu'il y a quand même l'envie expansionniste du Japon qui est quand même très très forte. Ouais. Mais il me Ouais, semble que surtout la Corée, juste avant. c'est ça. Il me semble que économiquement les US ont essayé d'affaiblir le Japon, je crois. Alors, effectivement, t'as à moitié raison, à moitié tort. Comme c'est un Souvent dans la mix guerre. entre les deux. Souvent dans la guerre. En fait, le fait que les USA ont poussé le Japon à la guerre, c'est une rengaine qu'on entend souvent, notamment dans les milieux très complotistes. Ah oui. Roosevelt aurait ruiné les efforts du prince modéré Konoe, qui tente Ouais. de s'opposer à l'invasion de la Chine. Notamment, donc Roosevelt aurait décrété l'embargo sur le pétrole, ce qui est d'ailleurs au passage un faux argument, puisque quand on regarde strictement les chiffres, les importations japonaises de pétrole augmentent encore en septembre 41, alors même que Ah ouais. Roosevelt aurait décrété l'embargo sur le pétrole. Non. Ah ouais. Bref. Donc, certes, il y a une instabilité politique japonaise entre 1931 et 1941. Donc, en 10 ans, il y a 10 gouvernements qui succèdent et les assassinats politiques sont fréquents. Mm. Donc, cette instabilité, ça va complètement brouiller la ligne politique japonaise et ça va aider le Japon à se dégager de ses responsabilités. Pourtant, ces responsabilités existent bien, elles sont bien là. Dès l'ère Meiji, le Japon lorgne vers la Chine. Dès la fin du 19e, il y a déjà une première guerre entre la Chine et le Japon. Lorsque le Japon se retrouve en guerre contre la Chine, donc en 1937, il n'a pas de plan, il n'a pas de projet politique à long terme, il s'engage dans cette guerre sans projet à long terme, et c'est cette faiblesse qui va être fatale, puisque le plan très vague des Japonais, c'est d'imposer un pouvoir fantoche en Chine et obliger Chiang Kai-shek à négocier.
il y a une véritable obsession anti-chinoise qui s'empare des généraux et des membres du gouvernement japonais. Mais malheureusement pour eux, le conflit s'enlise et les Japonais, malheureusement, s'entêtent. Les Chinois veulent pas se rendre et donc la seule solution, ça serait de couper les vivres à Chiang Kai-shek qui en reçoit de la part des Occidentaux, donc notamment par l'Indochine française, ce que les Japonais vont essayer d'arrêter avec, comme j'ai dit tout à l'heure, l'invasion de l'Indochine française. La carte des opérations commence à se dilater énormément et la marche au sud est enclenchée. Le prince Konoe, donc le soi-disant modéré, se rallie à l'idée de la sphère de coprospérité de l'Asie de l'Est, qui comprendrait, dans les idées des Japonais, les Indes néerlandaises et les Philippines qui sont sous protectorat américain. Et là, c'est un point de non-retour, cette idée de marche vers le sud, de sphère de coprospérité, puisque s'ils y renoncent, ça reviendrait à renoncer à la Chine. Donc, c'est là que Roosevelt décide d'engager l'escalade, effectivement en organisant un embargo sur certains matériaux, certaines ressources, car laisser faire, ça serait un peu laisser faire le Japon, ça ne servirait qu'à l'encourager en fait. Donc, cette politique impérialiste est cautionnée donc par les modérés japonais et même mise en œuvre par eux, puisque c'est encore une fois et pour la troisième fois le prince Konoe qui acte la décision de frapper les USA. Donc le Japon est vraiment miné par trois plaies: l'ultranationalisme, l'opportunisme irrationnel, avec le Japon, avec la Chine qui est en état de faiblesse, et la faiblesse de l'État qui se laisse complètement faire par l'armée et la marine. Alors, question numéro 3. Est-ce que l'assaut japonais en 1941-1942 était irrésistible ? Ah. Est-ce qu'on pouvait l'arrêter ? Est-ce qu'il était trop bien fait ? Est-ce qu'il était... je me souviens de ta chronique sur Pearl Harbor où tu disais que c'était quand même pas hyper bien pensé non plus. Ouais, ça c'est bien. Bravo. Voilà. Il aurait pu être arrêté si les Américains, ils étaient pas aussi... je pense que ils ont sous-estimé, je pense, des trucs comme ça. Mais au final, ils se sont bien rattrapés derrière, quoi. De ce que tu nous avais dit, je me souviens que tu nous avais expliqué que, en gros, c'était un peu perdu d'avance, malgré l'effet de surprise. Il y a la désorganisation de l'effet de surprise et après les Américains se reprennent et font en fait on est plus fort. Voilà, vous avez tous les deux raison, effectivement. En 41-42, donc l'assaut paraît inarrêtable. Absolument toute l'Asie du Sud-Est tombe, les Philippines, la Malaisie britannique, Singapour, les Indes néerlandaises, tout réussit aux Japonais. Les victoires s'enchaînent dans une sorte de blitzkrieg à la japonaise, mais la réalité est plus complexe, comme vous l'avez souligné. Les Japonais comptent principalement sur l'effet de surprise, et la marge d'erreur est excessivement serrée. On se rend pas compte à quel point c'est serré pour une armée qui accumule énormément de handicaps. J'en ai listé 3, les 3 principaux, à mon sens, évidemment, on pourra en citer plus. Le premier qui est la logistique. On le dira jamais assez, mais la logistique c'est la clé d'une armée. On combat pas le ventre vide, sans munitions, donc la logistique c'est la clé. L'armée japonaise est conçue comme une armée coloniale, un peu comme en Mandchourie en Chine, n'est absolument pas préparée à des opérations expéditionnaires par-delà les mers. La logistique peinait déjà en Chine, à cause des distances et l'approvisionnement, et l'approvisionnement en Asie du Sud-Est ne tient que parce que la flotte japonaise tient les mers. Dès lors qu'elle perd les mers, plus d'approvisionnement. Deuxième handicap, les Japonais n'ont pas et n'auront jamais la supériorité numérique. Pour rappel, le Japon en 42, c'est 78 millions d'habitants. Donc cette pseudo-supériorité numérique qu'on lit de temps en temps pour expliquer les défaites en Asie, sert justement à ça, à excuser ces défaites. Et c'est bien pratique, comme ça on n'a pas à se pencher sur la catastrophe totale qui a été la réaction alliée. Par exemple, aux Philippines, on a 11 divisions alliées contre 4 japonaises. Aux Indes néerlandaises, on a 75 000 défenseurs contre à peu près le même nombre de Japonais. À Singapour et en Malaisie, 3 divisions contre 3 divisions. Donc, au mieux, les alliés étaient en large supériorité numérique, au pire, ils étaient à armes égales. Et donc, le troisième handicap, c'est en fait... Si au début, les Japonais ont une supériorité navale et aéronavale, notamment en personnel, c'est que ces moyens s'usent vite, en fait. Et une résistance prolongée de la part des troupes alliées aurait mis un coup d'arrêt à ces offensives. Comme je l'ai dit dans ma chronique sur Pearl Harbor, je crois que j'avais expliqué un peu le principe de la marine japonaise, c'est que c'est des personnels qui sont excessivement qualifiés. La sélection est très rigoureuse. Il me semble que c'était quelques dizaines de pilotes qui sont certifiés par an, mais on se doute bien qu'en temps de guerre, quelques dizaines de pilotes, même s'ils sont surentraînés, une fois qu'ils sont perdus, c'est perdu, quoi. Ouais. Donc, voilà. Donc, si la résistance aurait tenu un peu plus, on pourrait imaginer, on est encore là dans du conditionnel, c'est pas, voilà. On pourrait imaginer qu'un coup d'arrêt aurait été mis aux offensives japonaises. Et
En plus, un peu comme en Europe avec l'invasion allemande de la France, les Japonais ont été aidés par la réaction des Alliés, qui ont fait exactement tout ce que les Japonais désiraient, voire même plus. Il n'y avait aucun commandement centralisé, ils étaient incapables de prioriser leurs efforts, de concentrer leurs moyens, des moyens qui, je le répète encore, étaient supérieurs ou équivalents. Ok. Alors, suivant, on va passer à la bataille qui, pour nous, signifie le tournant de la guerre du Pacifique, la bataille de Midway. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire de la bataille de Midway? Quelle est la vision que vous en avez? Moi, je la connais très très peu. Souvent, il y a ce côté très héroïque du genre, c'est la revanche de Pearl Harbor, les Américains se rebiffent, ah là là, les Japonais, on va s'en sortir, blablabla. Moi, c'est ça que j'ai en tête, mais vraiment, je connais très très peu. Mais c'est vraiment l'image que j'en ai. Mais c'est aussi l'image qui est véhiculée dans Pearl Harbor, qui est un film que j'aime pas. Donc du coup, c'est aussi pour ça que j'en ai une vision un peu négative. Voilà. Je sais pas ce que Clément, toi, t'as en tête. Moi, le truc, c'est que vu que c'est une période que je ne connais pas vraiment, je bois les infos. je suis une éponge et. Voilà. Très bien. Eh ben écoute, oui, effectivement, c'est un peu la vision qu'on a, c'est celle que t'as, Marc. Une vision d'Américains qui prennent leur revanche en infériorité, qui réussissent à arracher la victoire envers et contre tout. Enfin, une vision, voilà, encore une fois, très américaine de la guerre. Sauf que c'est complètement faux. Les Américains à Midway avaient à ce moment-là toutes les cartes en main pour une victoire éclatante et écrasante. D'ailleurs, il y a quelques années, enfin ça commence à dater, mais je sais pas si vous avez vu le film Midway, qui est exactement cette vision des Américains. Jamais vu, mais. Je regarde pas alors. Je regarde un jour. Ouais, c'est ça, ok, d'accord. C'est exactement ça, c'est les Américains qui arrachent la victoire, c'est terrible. Donc, quelles étaient leurs cartes en main pour une victoire qui aurait dû être éclatante? D'abord, le décryptage des messages. Les Américains pouvaient décoder les messages de la marine japonaise. Donc l'amiral Nimitz, qui est le commandant en chef de la marine américaine dans le Pacifique, il sait où et quand l'amiral Yamamoto va attaquer. Ensuite, les Américains ont la supériorité numérique. Ils ont certes moins de porte-avions, 3 porte-avions américains contre 4 japonais, mais les Américains emportent plus d'avions. Et si on compte en plus les avions qui sont basés sur l'île de Midway, on arrive à 363 avions contre 264 japonais. Et Midway, encore une fois, l'île, sert aussi de radar aux amiraux américains. Donc les amiraux qui commandent la flotte américaine Midway sont les amiraux Fletcher et Spruance. Voilà, un magnifique accent anglais. Et donc ces radars américains sur Midway vont servir à détecter la flotte japonaise sans se faire détecter. Surtout quand les porte-avions japonais, eux, n'ont pas encore de radar. Okay. Et enfin, les avions américains endommagés ou abattus peuvent se poser sur l'île de Midway, alors que les japonais, eux, opèrent sans base arrière. Donc, énormément d'atouts pour une victoire qui s'annonce sans trop de difficultés. Mais alors, comment on peut expliquer une telle indécision lors de cette bataille du 4 juin 1942 ? Eh bien, tout simplement parce que Fletcher et Spruance patinent dans l'exécution tactique de leur plan, contrairement aux Japonais. Tout d'abord, les sous-marins n'obtiennent aucun résultat, les avions prennent des caps complètement hasardeux, et quand, par hasard, ils trouvent les Japonais, ils attaquent par petits paquets. Extrêmement facile pour la défense japonaise, du coup, de les abattre. En 3 heures, on ne compte pas moins de 7 assauts, qui sont tous contrés avec de lourdes pertes. On compte 35 avions torpilleurs Devastator sur 41 abattus. Mais cet harcèlement constant gêne les Japonais, et les atouts accumulés par les Américains finissent quand même par payer. Les bombardiers en piqué Dauntless débouchent par hasard, encore une fois, et sans être détectés au-dessus des porte-avions. Et alors là, ils mettent des coups au but. Les Japonais perdent les 4 porte-avions, pour information, donc le Kaga, le Akagi, le Soryu et l'Iryu, contre un seul porte-avions américain, le Yorktown. Donc, certes, la perte des 4 porte-avions marque effectivement la fin de l'offensive japonaise, et c'est pour ça qu'on considère souvent cette bataille comme le tournant de la guerre du Pacifique. Mais si on doit marquer un tournant, c'est surtout la bataille de la mer de Corail, où évoluent 2 autres porte-avions japonais qui auraient peut-être pu changer la donne si les Japonais n'étaient pas allés à la mer de Corail. Mais bon, là on rentre dans le domaine de l'Uchronie. Alors, question suivante. À votre avis, est-ce que les combats terrestres ont joué un rôle important ? Oui, dans les îles, il y a eu des combats... Pour moi, je pense que oui, dans le sens où, de ce que j'ai cru comprendre du truc, c'est que le but c'est de prendre les contrôles des aérodromes sur les îles, et que sans les aérodromes, t'as pas le contrôle aérien, et du coup tu peux pas faire reculer le terrain aux autres, j'imagine. Tout à fait. La victoire dans le Pacifique, ça repose en fait sur un équilibre entre efforts navals, aériens et terrestres.
Tout ça, bien sûr, au niveau stratégique, donc bien sûr au niveau du théâtre d'opération en entier. La Chine occupe durant toute la durée de la guerre l'essentiel de l'armée et de son aviation. Je crois que de tête, c'est les 3/4 de l'armée japonaise qui opère en Chine. C'est énorme. Et cette armée n'octroie qu'une 12aine de divisions dans le Pacifique. Vraiment, encore une fois, donc ça rejoint ce que j'ai dit sur la supériorité numérique, qu'ils ne possédaient pas. Mais c'est la capacité de ces divisions dans le Pacifique à surclasser ses adversaires qui va transformer la supériorité aéronavale japonaise en succès stratégique. Mais comme ils sont trop peu nombreux, ça va les condamner à l'enlisement, exactement comme sur le théâtre d'opération chinois. Ça, c'était pour le niveau stratégique. Au niveau tactique, les combats terrestres peuvent faire basculer une opération. Par exemple, les violents combats sur Guadalcanal, comme tu disais Marc, ont pour objet le contrôle d'un aérodrome, qui est vital pour la suite des opérations, afin d'acquérir la supériorité aérienne qui gage de supériorité maritime. Ce qui est là pour se faire un petit bond dans le temps, on arrive directement à la fin de la guerre, c'est seulement la maîtrise d'opérations amphibies qui permet de la reconquête du Pacifique, en tenant des bases logistiques qui permettent d'alimenter cet effort. Enfin, et on l'oublie souvent, la grande offensive soviétique de Mandchourie en 1945 joue un rôle décisif lors de la fin de la guerre, sur lequel on reviendra un peu plus tard. Ok. À votre avis, est-ce que les kamikazes ont joué un rôle important ? Quel a été leur bilan ? Est-ce que c'est un bilan important, négligeable, faible ? Je ne saurais pas dire l'importance du truc. Pour moi, je pense que ça a surtout une importance psy. Je pense notamment beaucoup aux mecs sur les îles où, pour avoir vu The Pacific la semaine dernière, où en gros, tu viens de nettoyer une zone, tu penses que t'es ok, il y en a un, il est resté dans un trou, il sort, il bute 3 gars, il se fait péter avec une grenade. Et en termes de psychologie, je pense que ça doit être compliqué, je pense. Ouais, effectivement, c'est un bilan, c'est tout à fait exact. Donc c'est à partir de quand ? À partir de la fin 1944, les Japonais mettent en place des unités d'attaque spéciales. Je vous fais grâce du nom japonais avec mon accent horrible, qui est en fait un euphémisme pour désigner des sacrifices. Donc on connaît bien sûr les aviateurs, qui sont les plus célèbres, tristement célèbres. Ouais. Mais la marine envoie aussi des vedettes dédiées, même des sous-marins suicides. Et même le cuirassé Yamato en fait partie, puisqu'il a été envoyé pour s'échouer sur Okinawa et servir de batterie d'artillerie terrestre. Et son sacrifice est finalement encore plus vain que les autres, puisque lui, il est coulé sur le chemin, il n'arrivera même pas à destination. Donc est-ce que ces sacrifices sont justifiés ? En fait, non, clairement non. Quand on analyse tout ça avec un peu de tête froide, on a 2525 pilotes de la marine et 1387 pilotes de l'armée qui se sacrifient entre octobre 44 et septembre 45. On n'en a que 14% qui touchent au but, avec des dégâts mineurs pour la grande majorité, mais avec quand même 4900 pertes américaines. On a 47 navires coulés sur 350, mais peu de grandes unités. La seule grande unité qui est endommagée, c'est le porte-avions lourd Franklin, et c'est vrai qu'il est tellement endommagé qu'il est HS pour le reste de la guerre. L'essentiel des pertes, c'est des escorteurs, des navires de débarquement, donc des petites unités, et ça a des effets psychologiques, avec des effets nerveux, on a toujours peur de ces avions qui vont se suicider, mais au final, ça a moins d'effets que ce qu'on pouvait penser. Disons que globalement, puisque ça renforce un peu les combattants américains qui, au final, veulent en finir avec ce peuple qui est perçu comme complètement fanatisé. Donc, un bilan qui n'est pas en demi-teinte, mais qui est complètement négatif pour ces kamikazes. Alors, question sur l'économie japonaise. Je vous demanderais, d'après vous, qui a ruiné l'économie japonaise ? Qui a ruiné l'économie japonaise ? Ouais. Quel est le système d'armes ? Quelle est l'arme qui a ruiné l'économie japonaise ? J'en connais qu'une seule, donc je vais répondre celle-là, je vais te dire le 0. Alors, qui a ruiné l'économie japonaise du côté des Alliés, en fait ? Qui a détruit l'économie japonaise ? Ah, pardon. Ah, ok. Oh, la bombe. Mais ça va pas être ça à tous les coups. Mais j'ai envie de répondre la bombe. Alors, oui. La bombe japonaise... La bombe japonaise. New York a été rasé. On n'est pas dans le bon univers, Clément. Il faut qu'on se téléporte. Nom de Zeus. Alors, plutôt, les bombardements aériens sont très connus, puisqu'ils ont fait énormément de dégâts, les fameuses campagnes de terreur des Américains. Mais en réalité, l'économie japonaise était ruinée bien avant que la première bombe touche le sol japonais. Alors, bien avant la guerre, il apparaît clairement que le Japon n'a aucune ressource naturelle.
et donc il est excessivement démuni en cas de guerre. D'où le coup de force sur la Mandchourie en 1931, c'est dans l'espoir d'en faire un grenier à blé et une base industrielle. Sans succès, il n'y a pas eu assez de colons japonais. Puis l'effort sur la Chine en 1937, et enfin l'idée de se faire de coprospérité afin d'accumuler les ressources naturelles pour alimenter leur machine industrielle. Mais tous ces approvisionnements, ça passe par la mer. Les Indes néerlandaises, la Malaisie, les Philippines, tout ça, pour revenir au Japon, ça doit passer par la mer. Et l'amirauté japonaise, qui est complètement obsédée par la bataille décisive, a laissé de côté les recherches sur les escortes et la chasse aux sous-marins. Et donc, ce qu'on ne sait pas, c'est que ce sont les sous-marins américains qui ont complètement ruiné l'économie japonaise. Ils ont tout coulé autour. Pendant la guerre, il coule plus de 5 millions de tonnes de navires marchands. Pour une idée, ce sont les porte-avions qui ont coulé 2 millions de tonnes de navires marchands. Donc vous voyez que les sous-marins sont quand même largement au-dessus. Ouais. Ils étranglent littéralement le Japon. Et en fait, quand les B-29 apparaissent dans le ciel japonais, fin 44, début 45, les usines ne tournent quasiment déjà plus qu'elles n'ont plus de matières premières. Ouais, c'était foutu, quoi, de toute façon. Oui. Donc, c'est un rôle qu'on tout le temps, puisque dans le Pacifique, le beau rôle est donné aux porte-avions. Mais les sous-marins américains, les sous-mariniers américains ont fait un travail colossal. Ouais. Et dans le blocus de l'île, on n'oublie pas les petites mines larguées depuis les bombardiers lourds qui achèvent de bloquer l'île. Tu parlais du Zéro avant, Marc. Ouais. Est-ce que le Zéro, pour vous, c'était plutôt un bon avion ou un mauvais avion ? Tout le monde en fait des caisses, donc j'aurais envie de te dire qu'il doit être bon quand même. Et est-ce qu'il était sans rival ? Je connais pas assez en aviation. Je connais pas du tout. Allez, j'ai envie de te dire, j'ai envie d'aller à fond dans ton jeu. Je vais te dire oui, il était sans rival et les Américains étaient terrorisés par la présence du Zéro. Merci de rentrer dans le jeu. J'imagine que c'est pas ça, mais je saurais pas dire qui est le rival du Zéro. Ouais, non, effectivement, le Zéro, on le considère comme un excellent avion, et effectivement, en 1940, il l'était. Ils l'ont construit afin d'optimiser le mieux agilité et rayon d'action, sans se préoccuper complètement de la protection, avec, il faut bien l'avouer, un résultat assez impressionnant. Le Zéro, dans sa première version, ne pèse que 1,6 tonne, 1680 kg exactement, et en comparaison, en fait, son premier concurrent en 1940, le Wildcat américain, il fait 780 kg de plus. Le Zéro peut voler jusqu'à 3000 km et se pilote exactement comme un avion de voltige. Et donc, vous imaginez qu'entre les mains des pilotes surentraînés du début de la guerre, il fait un massacre total. Le ciel de la Malaisie et des Indes néerlandaises sont totalement japonais. Mais les Alliés ne restent pas assis les bras croisés. Ils réagissent et mettent au point de nouvelles tactiques. Ils refusent les duels tournoyants. Ils préfèrent les attaques en piqué où les avions américains plus lourds ont l'avantage. Et les avions américains aussi ont plus de capacité à prendre des coups. Ils résistent mieux aux coups. Et donc, dès Midway, les Wildcats américains font jeu égal avec les Zéros, avant même l'apparition des engins de nouvelle génération, les Hellcat, les Corsair, de l'aéronavale américaine. Et le dernier clou dans le cercueil du Zéro, c'est l'érosion des pilotes. Donc, comme j'en parlais tout à l'heure, moins les pilotes sont entraînés et plus il y aura de pertes de Zéro. Et les Japonais ne trouvent pas de successeur au Zéro, puisque l'industrie japonaise ne trouve pas de nouveaux moteurs, et de toute façon, comme je viens de le dire juste avant, avec quelles ressources ils auraient pu le construire. En restant un peu dans le matériel, le soldat japonais est-il surentraîné ? Non, mais par contre, il est fanatisé à mort. Ouais, c'est surtout de la brainwashing. Ouais, c'est du brainwash. En anglais. En tout cas, dans les films américains, ils sont toujours là à faire banzai. Comme ça. C'est peut-être ça le problème, en fait, c'est qu'on a une vision américaine. Ouais, très américano-centrée. Il y a que Godzilla Minus One qui donne notre vision du Japon. C'est vrai qu'on a cette vision-là de Charles Bantai dans les films américains, surtout que ça nous induit en erreur, parce que les Américains confondent souvent les charges Banzai et les charges à la baïonnette dites classiques, parce qu'on oublie trop que l'armée japonaise est une armée excessivement conservatrice dans ses méthodes d'infanterie, ses tactiques d'infanterie, donc il y a souvent des charges à la baïonnette, comme en 1914, ça change pas, et que les Américains les confondent souvent avec les charges Banzai. Donc, c'est sûr que ça nous aide pas, mais effectivement vous avez raison, le soldat japonais n'est pas surentraîné, n'est pas un super soldat. Ce mythe, ou plutôt cette idée reçue, ça naît de la déferlante japonaise de 1941-42, un soldat surentraîné, avec une forte expérience tirée de la Chine, discipliné, tactiquement au point, habile dans les attaques de nuit. Donc un mythe complet, et qui est encore une fois surtout très pratique pour expliquer les défaites. Car ce que les Alliés oublient de dire, c'est qu'il s'agit d'une fraction triée sur le volet de l'armée japonaise qui combat dans le Pacifique. Ce sont des parachutistes, des bataillons de choc de la marine, qui sont doués dans les opérations amphibies ou dans les terrains difficiles.
D'ailleurs, petite anecdote amusante, est-ce que vous savez comment on nomme les opérations dans la jungle en 1941-42 ? C'est un rapport avec avec le vélo. Ah ouais? Ouais. Je saurais pas te dire. Ça s'appelle la bicyclette Blitzkrieg. Ah ouais. Ok, d'accord. C'est par la jungle en vélo, Ok. qui, mine de rien, ça double la vitesse de progression dans la jungle. Ok. Donc, ce sont des bataillons excessivement entraînés, mais en fait, le gros de l'armée japonaise, c'est une simple force d'infanterie, tactiquement médiocre, comme je viens de le dire, et souvent sacrifiée en masse au nom d'une mort glorieuse. Elle n'est pas compétente en logistique, dans l'armement, les blindés sont aux fraises. On parle pas beaucoup des blindés japonais, et à raison. Donc, le soldat japonais est avant tout un soldat d'occupation. Ok. Question, est-ce que l'amiral Yamamoto était-il un modéré ? Il avait la réputation de l'être, de ce que j'ai cru comprendre. Non, moi je dirais qu'il était assez extrême quand même. Effectivement, il passe pour un modéré. Clairement, quand on lit certains articles, ça hérisse le poil. C'est un modéré qui aurait servi son pays un peu contre son gré, un peu une Cassandre, qui sait ce qui va arriver, qui le désire pas, il n'est pas cru. Un soldat prudent qui aurait subi des menaces de mort de la part des fanatiques. Donc c'est ce portrait qu'on retient de cet amiral Yamamoto Isoroku, un homme raisonnable, honorable. D'ailleurs, c'est amusant de voir qu'on voit exactement les mêmes réécritures après la guerre des officiers japonais qui passent pour des officiers honorables et les officiers de la Wehrmacht allemande aussi qui passent pour des officiers honorables. Oui, c'est vrai qu'il y a un peu ça. Cette réécriture. Mais donc c'est un portrait effectivement a posteriori, élaboré avec des sources complètement invérifiables, comme l'a démontré l'historien britannique H.P. Wilmot. En réalité, c'est la marine qui insiste, la marine dont fait partie Yamamoto, qui insiste pour la pousser au sud. Yamamoto soutient ses vues bellicistes et pousse même contre le modéré Nagano, qui est le chef d'état-major de la marine, pour l'attaque de Pearl Harbor, que rien n'obligeait. Je crois même qu'il met sa démission dans la balance pour l'attaque de Pearl Harbor. Alors, certes, Yamamoto pourrait avancer qu'une guerre est inévitable, vu les tensions qui s'accumulent en Pacifique, mais force est de constater qu'une attaque surprise est incroyablement brutale, en plus d'être un coup de poker très risqué, là je vous renvoie à ma chronique sur Pearl Harbor, et qui va enclencher en plus un réflexe de vengeance des Américains. Donc, pas vraiment le pacifiste qu'on voudrait croire, mais on pourra malheureusement jamais être fixé sur cette question, puisque son avion est descendu en avril 1943, et la marine va en profiter très opportunistement pour l'agiter comme son alibi face à une armée qu'elle va accabler de tous les maux. Encore une fois, disons, c'est fou les parallèles qu'on voit entre l'armée allemande et l'armée japonaise. Et les Américains, eux, ils vont rien dire parce qu'ils comptent sur la marine japonaise contre l'URSS. Guerre froide oblige. Bien sûr. Ils étaient déjà dans l'après. Oui, exactement. Et donc en parlant un peu dans l'après, quel rôle joue l'empereur dans la guerre du Pacifique ? Est-ce que c'était un pantin ou c'était un homme de pouvoir ? Là, pareil, ça va être du cliché. Clément, tu me diras si c'était pareil, mais l'empereur, il y a toujours cette notion au Japon de un peu c'est un pantin, tu vois, les généraux qui décident, etc. Mais probablement pas du tout. Le mec, il a un culte de la personnalité. À partir de ce moment-là, tu peux pas dire que c'est un pantin, quoi. Surtout qu'il me semble que c'est justement après la guerre que l'empereur a moins de pouvoir, parce qu'avant il était vraiment empereur divin, quoi. C'était vraiment un dieu. Et je crois que c'est, enfin, je sais pas si c'est ça, mais je crois que c'est après la guerre qu'il perd son statut de dieu. Il y a toujours un empereur. Il y a toujours un empereur, mais c'est un empereur d'apparat, quoi. Avant, c'était un dieu. Comme les Anglais. Effectivement. Voilà. Donc cet empereur, ce qui est c'est Hirohito. C'est le 124e empereur du Japon, il règne de 1926 à 1989. Et son rôle dans l'expansionnisme des années 30 et dans la guerre du Pacifique a longtemps été éludé avec la complicité complètement assumée des États-Unis. Il a été présenté comme le marionnette du pouvoir militaire, qui se réveille en 1945 et qui impose la fin des combats, avec pourtant un paradoxe évident. On le considère comme sans pouvoir et pourtant il arrive à imposer la fin de la guerre avec juste un discours. En fait, Hirohito est au courant de la situation de son pays, il s'oppose absolument pas à cette expansion agressive, et même si son autorité n'est pas directe comme Hitler ou alors un peu plus discrète comme Staline, nulle décision ne peut être prise sans son approbation, et comme vous l'avez dit, il est quasiment divinisé, donc personne ne pourrait s'opposer à sa décision. Ces décisions sont sans appel, comme le montre le rescrit de 1945, et même le coup d'état donc des jeunes officiers en 1945 ne vise pas l'empereur directement, mais vise plutôt ses conseillers, ses officiers qui sont à ses côtés. Les historiens et l'historiographie le présentent aujourd'hui comme un opportuniste politique qui va saisir toutes les occasions d'étendre son empire sans passer pour belliqueux. La Mandchourie, la Chine, toutes ces invasions ont son aval.
Même s'il est réticent à entamer une guerre contre les Occidentaux, il accepte quand on lui présente des rapports optimistes, et pendant la guerre, il se rapproche aux positions bellicistes. Il met du temps à accepter la défaite, puisqu'au printemps 45, il rejette encore des solutions de paix, et il ne cède qu'en dernière extrémité, et encore avec l'assurance de conserver son trône. Et concernant les atrocités commises en Chine contre les troupes alliées et les civils des régions occupées, impossible qu'il n'en ait pas été au courant. C'est un complice et un acteur de cette guerre et de ses atrocités, tout comme ses généraux. Mais guerre froide oblige, les USA ont besoin du Japon contre l'URSS et cachent son rôle et le mettent sous le tapis. Petite question pour rendre du crédit à divers combattants. Est-ce que vous savez quels pays ont combattu dans le Pacifique à part les Américains? Quelles sont les nationalités, on va dire? L'Australie déjà. Ouais. Les la Corée. Corée, je suis pas sûr. Les Coréens Corée, il a battant l'armée japonaise, ceux qui sont dans l'armée japonaise. Ok. les Néo-Zélandais probablement. Ouais, Ouais, peut-être aussi. les Australiens, non? Ouais, déjà dit les Australiens. Rien déjà dit. Ah, tu l'as dit, ok. Ouais, pardon. Non, t'inquiète. Les Bah, les Chinois. Britanniques, Ah oui, il doit y avoir des Britanniques qui voilà. traînent, ouais. Il doit y avoir des Britanniques qui traînent dans les parages, comme toujours. Bon. Bah, en vrai, il n'y a Les- pas des les- Français les- de Nouvelle-Calédonie? Ouais, les Français plutôt à la fin de la guerre, mais ils ont participé. Ouais. Ouais. Les Russes, Et effectivement, les Soviétiques, ils ont. les Soviétiques, et j'aurais envie de te dire les Chinois, rebelles Ouais, sur merci. la Le côté, ouais. truc, personne n'allait dire. Oui, effectivement, les Chinois. Effectivement, comme je l'ai dit au début, le terme de guerre du Pacifique est impropre, hein, parce qu'ils centrent trop sur cet océan, donc ce théâtre qui est immense, hein, qui regroupe toute l'Asie. Et donc, du coup, ils se recentrent uniquement sur, par deux faits, hein, ils se centrent uniquement sur les Américains. Et donc, du coup, petite dédicace à toutes les nationalités qui ont combattu sur ce théâtre d'opération, puisque on oublie trop souvent des fronts qui ne sont pas du tout secondaires, hein, puisqu'on connaît les grandes batailles, Iwo Jima, Okinawa, Guadalcanal, Midway, tout ça on connaît, et qui sont comme par hasard des batailles américaines. Américaine, bien sûr. Alors On se qu'il y a demande qui écrit l'histoire. Tiens. Alors qu'il y a des fronts qui sont pas du tout secondaires, hein. Le front birman, le front chinois, et Ouais. même, comme tu l'as dit, Marc, le bref mais intense front mandchou en août 45. Le front birman mobilise 1 million d'anglo-indiens du South East India Command, 4 millions de Chinois, 1,5 million de Soviétiques, et qui vont s'opposer aux 3/4 des forces aériennes et terrestres japonaises. Il n'est pas question de nier l'immense effort américain, c'est pas du tout la question ici, hein. Mais juste de rappeler que les Américains n'étaient pas tout seuls à combattre ici, puisque par exemple en 1942, c'est la Royal Navy qui s'oppose avec succès à la pénétration japonaise dans l'océan Indien, et ce sont les Soviétiques qui emportent tout sur leur passage lors de leur offensive d'été de 1945. Ils partent de la Mandchourie, ils vont jusqu'aux îles Kouril et même en Corée. L'armée chinoise est celle dont le rôle est le plus méconnu. C'est elle qui résiste aux Japonais depuis 1937, qui a réussi, malgré des pertes mais effroyables, à tenir, à ne pas s'effondrer et à engluer l'armée japonaise, bon, qui s'englue aussi toute seule à cause de ses propres faiblesses, hein, comme je les ai listées. Elle compte 4 millions d'hommes. Bon, l'immense majorité, c'est quand même des paysans, hein, qui ont donné un fusil, hein. Il n'y a pas vraiment de soldats vraiment entraînés. Chiang Kai-shek, donc le leader chinois, peut compter sur une douzaine de divisions entraînées équipées chez les Américains. Mais à part ça, il n'y a pas grand-chose, voilà. Mais c'est quand même ces 4 millions d'hommes qui s'opposent à l'armée japonaise. Les Indiens ne sont pas en reste, hein, puisque ce sont leurs troupes qui prennent part à l'ensemble des batailles du Sud-Est asiatique. Et c'est même une division indienne qui entre dans Singapour en 1945. Donc, des rôles qui sont loin d'être secondaires. Voilà une question, je pense que vous devez connaître la réponse. Est-ce que, à votre avis, les Japonais sont les seuls à avoir commis des crimes de guerre? Oh non. Oui, oui, tout à fait. C'est la réaction. La réaction Les appropriée. bombes, c'en est un, non, à la Si, fin? c'est les méchants, du coup, et c'est que eux qui sont méchants, d'accord? Effectivement, l'ampleur des crimes de guerre japonais, les massacres de prisonniers, les marches de la mort, les viols, l'esclavage sexuel, les cobayes humains de l'unité 731, de la tristement célèbre unité 731, le sac de Nankin, a complètement masqué les crimes de guerre de l'autre camp. Crimes de guerre qui sont nourris par ce dont tu parlais, Marc, la brutalité du conflit, qui fait que les soldats alliés tuaient les blessés et les prisonniers japonais de peur de les voir se faire exploser. C'est même enseigné comme une précaution élémentaire chez les soldats, mais il y a quand même bien plus. Il y a un racisme ancré très profondément au cœur de la société américaine, qui va bien plus loin que le seul désir de revanche après Pearl Harbor, puisque aujourd'hui on considère que le théâtre européen était une priorité pour les Américains. Or, ça allait pas du tout de soi, hein. C'est vraiment une décision prise avec les Anglais et un petit peu les Soviétiques, de faire du théâtre européen le théâtre prioritaire, alors que pour la population américaine, c'est quand même le théâtre japonais qui était prioritaire.
Avec ce racisme, c'est sans honte et même très bien documenté par la presse américaine que les GI mitraillaient les hôpitaux, tuaient des civils, achevaient les blessés, se faisaient même des coups de papier en os et faisaient bouillir des crânes comme décoration. Yes. Sans parler des dents en or qu'on arrachait, des scalps qu'on récupérait, enfin, crime de guerre. En 1944, on avait 25% des soldats américains qui estimaient que leur but n'était pas de gagner la guerre, mais de tuer le plus de Japonais possible. On le déshumanise, on le qualifie de singe jaune, sans distinction, là où on distingue l'honnête allemand du nazi. En 1945, on a encore un quart des Américains qui regrettent de ne pas avoir eu le temps de larguer plus de bombes. Ah ouais. Donc, les crimes de guerre, en fait, ce ne sont pas l'apanage des Japonais, mais plutôt l'apanage du vaincu. Et enfin, la dernière question. Quel est l'événement qui a convaincu les Japonais de se rendre? Yaboum. Oui, Kowalski. Yaboum. Kaboum. Il me Ok, semble qu'ils avaient- la bombe atomique à ma droite et à ma gauche. Alors, si je me souviens bien, la bombe atomique est juste un prétexte Ouais. parce que les Américains voulaient tester déjà le matériel, mais surtout montrer aux Russes qu'ils l'avaient. Et les Japonais allaient de toute façon se rendre quoi qu'il arrive. Mais alors, je sais plus quel Et aux événement. Allemands les- aussi, non? Ils voulaient le montrer aux Allemands aussi. Les Allemands, c'était déjà fini. Ah Oui. oui, c'était fini. C'est vraiment, les mais le Allemands. but, c'était de dire aux Soviétiques, regardez ce qu'on a. Maintenant, faites pas les malins, les cocos. Dans les deux sens du terme, coco d'ailleurs. Coco, genre mon pote, et coco. Le communiste. Communiste. Ouais, Non, je coco. sais pas quel événement a poussé les Japonais à Et effectivement, dire stop. ça, je pense que c'est une idée qui doit être la plus répandue. C'est comme la réaction de Clément, au final. Et c'est les bombes atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki, les respectivement à 6 et 9 août, qui ont provoqué la reddition précipitée du Japon. Pourtant, cette vision est erronée. Elle est très pratique pour justifier l'emploi des armes de destruction massive, en plus sur des îles civiles. Crime de guerre passe en fond, là, hop, bonjour. Et ça justifie aussi leur fabrication en masse à la fin de la guerre comme arme pacificatrice. Entre guillemets, pacificatrice évidemment. En fait, toutes ces justifications ne résistent pas à une analyse historique, comme l'a montré l'historien nippo-américain Tsuyoshi Hasegawa. En fait, cette fin de guerre en Orient, comme vous pouvez vous en douter, c'est une course entre les deux superpuissances. Au final, le premier acte de la guerre froide, et le Japon se retrouve malheureusement pris entre les deux. Puisque quand les soviétiques déclenchent leur offensive le 9 août 45, leur objectif stratégique est de faire comme à l'ouest, c'est-à-dire prendre des gages et de se constituer un glacis pour éviter de se retrouver face à une puissance menaçante, donc en l'occurrence les USA à leurs frontières. La destruction de l'armée du Kwantung, qui était stationnée en Mandchourie, et qui est le cœur du militarisme japonais, c'est vraiment de cette armée que naît le militarisme japonais des années 30. Donc cette destruction, elle apparaît presque comme une conséquence secondaire. Bon, c'est très exagéré, hein. Mais cette destruction n'était pas l'objectif des soviétiques. Les USA, de leur côté, lorsqu'ils bombardent Hiroshima et Nagasaki, veulent surtout montrer aux soviétiques leur nouvelle puissance. Dire, voilà, faites gaffe quand même, parce que nous, on a quelque chose que vous avez pas. Et les Japonais, dans tout ça, comme je l'ai dit, sont pris entre deux feux. Ils sont en pleine crise politique, entre les partisans de la paix et les jusqu'en-boutistes. Ce qui a abouti même à une tentative de putsch des jusqu'en-boutistes le 14 août. Toutefois, même les partisans de la paix n'envisagent justement la paix qu'à la condition de la survie du système impérial. Et ils espèrent même, avant le 9 août, donc date de l'offensive soviétique, une médiation de Moscou. Mais après l'offensive soviétique, toutes les illusions tombent en miettes, et c'est la peur du communisme qui garantirait la destruction de leur système politique que les Japonais décident de mettre fin au combat. Ce qui explique que c'est seulement le 15 août, donc 6 jours après Nagasaki, et que c'est seulement après l'offensive soviétique en Mandchourie que le Japon accepte de se rendre. Donc il aura quand même fallu 6 jours de débâcle face à l'armée rouge pour convaincre Tokyo qu'il n'aura plus d'autre choix. Et c'est ici que ma chronique s'arrête. On a déjà fait les 14... 14 points. J'ai pas vu le temps passer. Ah c'est gentil. Je sais pas si c'est vrai. Non, c'est vrai de vrai. Moi, je suis quelqu'un de très ludique. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je t'applaudis encore une fois, Léo. Merci beaucoup. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.